Bienvenue dans l'Oreillette 2, le podcast qui dévoile les secrets des coulisses pour créer la trace d'un événement durable. Dans notre métier, un événement oublié dès le lendemain, c'est un budget qui s'évapore. Derrière le micro, je suis Arnaud Chevalier, fondateur de Banana Patata, maître d'œuvre de l'éphémère, et de Lustrofolie, location de matériel événementiel. Ce podcast est créé en partenariat avec CanalSat Grand Dialogue, producteur d'événements interactifs en direct et en vidéo. Nous sommes dans leur studio TV au cœur de Paris. Ne créons plus seulement des événements, laissons une trace. Installe-toi dans l'oreille, ça commence. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission dans l'Oreillette 2, dans ce nouvel épisode sur lequel nous allons revenir sur un événement assez important de notre secteur qui est IMEX à Francfort. Cette émission, c'est le secret des coulisses pour créer la trace d'un événement durable. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, en plus de nos deux chroniqueurs habituels que je vais vous présenter tout de suite. Mais avant, revenons quelques instants sur ce salon qui s'est tenu il y a un peu plus d'un mois, IMEX, dont le thème était cette année Design Matters. Une idée que la sensorialité, l'inclusion et la durabilité ne sont plus des options mais des leviers de conception de nos événements. Et pour la première fois, sur cet événement, la France avait un stand collectif, un stand de l'Eventech, de la French Eventech, qui était porté par l'Unibev. On va en parler parce qu'en même temps, au même moment, un autre événement est arrivé, l'annonce que la France récupérait la Coupe du Monde de l'e-sport qui devait se tenir en Arabie Saoudite. Et la France, par une décision notamment au plus haut sommet de l'État, récupère cet événement. Il cherchait un pays qui était capable de prendre le relais vite et bien. Et c'est un signal fort que je constate de ma part sur le fait qu'à la fois on a un secteur qui se solidarise, qui se met ensemble pour faire un événement, et un choix d'un événement international. Deux signaux qui racontent la même histoire, et pourtant, le monde vient chercher la France pour organiser ses plus gros événements, et ici, entre nous, on continue de dire que nous sommes en crise. Alors, pour parler de ce constat, pour parler de ceci, j'accueille tout d'abord Vincent. Vincent, bienvenue sur le podcast. Vincent, eh bien, écoute, tu es donc le fondateur de VR Consulting. Tu accompagnes des organisateurs dans leur stratégie et dans la conception de leurs projets. Et tu étais présent à IMEX notamment. Bienvenue sur le podcast Vincent Roux. Merci beaucoup. Et puis j'accueille également Damien Schmitz. Bonjour. Bonjour Damien, qui est donc le directeur général d'EventMaker depuis 2023, qui est la plateforme française d'automatisation événementielle. Et vous étiez présent sur le stand notamment d'IMEX, sur lequel on va pouvoir échanger un peu sur le sujet. Et puis on retrouve nos deux chroniqueurs habituels, en commençant par Ophélie Houtard de Wassage. Ophélie, bonjour, bienvenue. Hello Arnaud, merci beaucoup. Toujours chargée de prod et spécialiste RSE. Toujours chargée de prod et spécialiste RSE. Avec de gros dossiers en ce moment. Avec des bons dossiers en ce moment, complètement. Et on retrouve également Benoît Tristram, concepteur de plénières qui font agir et réagir. Tout à fait. Et d'événements mémorables. Ouais, c'est l'idée. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau sur ce plateau, ravi de vous retrouver. Et on va tout de suite commencer par ce retour. Vous étiez tous les deux à Francfort. En quelques mots, racontez-moi, c'était quoi l'ambiance? Il se passait quoi? On commence par toi, Damien. Alors, tu l'as dit, j'étais à IMEX en tant qu'exposant, co-exposant avec 8 autres entreprises de la French Eventech. On va revenir dessus. Donc, je peux peut-être plus te parler de l'expérience exposant, et Vincent, qui était plus participant, te parlera de cette expérience-là. Et nous, EventMaker, on était exposant à IMEX en 2021-2022. Retour Covid, tout seul. Donc, c'est plus la différence dans l'expérience qu'on a vécue là en 2026, sur laquelle je reviendrai. Et c'est vrai que IMEX a communiqué en disant que c'était le plus gros IMEX européen de l'histoire, avec plus de 13 000 participants. Et c'est une effervescence qu'on a pu ressentir, en tout cas que moi j'ai ressenti en tant qu'exposant, avec pas mal de monde, même si IMEX c'est un salon hosted buyers, donc c'est pas le but que les allées soient blindées ou qu'il y ait la queue devant le stand, mais il y avait quand même de la fréquentation, il y avait des échanges intéressants. Et c'est un peu ton lancement, c'est-à-dire qu'il y avait un paradoxe entre un discours global, il y a une certaine crise, une certaine remise en cause de l'événementiel, et à la fois des signaux qui ont l'air de dire que tout va bien, que les marchés sont là et que le secteur est porteur. Ok. Toi, Vincent, premières impressions comme ça du salon à reporter les allées? Je crois que c'est le salon le plus global qui soit en Europe, à savoir qu'on a quand même des destinations qui viennent
de partout. On a près de 4500 hosted buyers, dont je faisais partie, qui viennent spécifiquement pour rencontrer des prestataires, qui soient lieux, qui soient tech. C'est un salon qui est très dynamique. Très dynamique et, comme le disait Damien, avec le paradoxe de l'écosystème qui est quand même en ce moment dans une grande réflexion. Et on a vu en fait l'effet de cette grande réflexion parce que vous aviez des stands qui étaient au niveau destination d'un gigantesque, alors qu'ils sont touchés actuellement. Donc ils réagissent très très bien. Et puis, comme on l'a vu, des salons qui se déplacent parce que la mouvance éco-géopolitique, elle est vraie. Et donc, du coup, ça donne des effets qui sont des destinations qui réagissent à ceci et des acheteurs qui sont vraiment dans une vraie réflexion de se dire, bon, bah tiens, on a fait ça pendant des années et on va peut-être réfléchir parce que maintenant, faire un salon aux US alors qu'on est aux US, ça ne paye plus. On ne va pas avoir le retour sur investissement que l'on veut, donc grosse réflexion. Mais quand on parle d'événements, ce qui m'a frappé, c'est que quand on parle de participants, on est des 10 000 participants. Et on l'a vu avec le mouvement de l'e-sport. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez vu sur ce salon qui ne s'était pas produit avant? Alors, Damien, je vais d'abord commencer par toi. Déjà, cette première chose, c'est qu'habituellement, au niveau des équipes, la France allait en touriste au salon. Là, elle est venue en équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est venue cette impulsion de stand? Alors, merci pour le lancement, parce que qu'est-ce qu'il y avait de nouveau à IMEX? Il y avait le pavillon de la French Event Tech, qui était une nouveauté, sachant que, à l'inverse, la destination France est un des exposants historiques de IMEX, avec Atout France et avec Paris Je t'aime. Du coup, un double stand, mais très orienté, comme le disait Vincent, destination, puisque IMEX, à l'origine, c'est quand même construit comme un salon de destination. Et d'ailleurs, on y reviendra, je pense, mais je pense qu'on vit cette mutation et que IMEX n'est plus un salon de destination, mais un salon d'impact et de résultats. Et la destination est un des moyens de faire advenir cet impact, mais ce n'est pas le seul. Et un autre moyen, c'est la tech. Et du coup, la part tech, qui se cherche un peu à IMEX Francfort, a pris un peu plus de place. Mais pour te répondre, pourquoi est-ce qu'on y allait tous ensemble? Eh ben, c'est un peu ce que j'ai dit au départ. C'est-à-dire qu'Event Maker, on était exposant après le Covid un peu tout seul et un peu noyé. À l'époque, c'était encore un retour au physique. Donc, on avait des gros acteurs, notamment américains, qui avaient des stands immenses avec un discours très digital. Et on n'existait pas en tant qu'acteur français tout seul sur un salon international où l'étiage est plutôt autour d'un stand de 50 mètres carrés et d'un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros. En même temps, tu l'as dit, en fait, le projet est porté par Unimev. Donc moi, je suis le président des prestataires digitaux d'Unimev. Donc on est une cinquantaine d'éditeurs de logiciels ou de solutions, on va dire, digitales, au service de l'événementiel. Et depuis 3-4 ans, on se réunit régulièrement au sein d'Unimev, même si on est plutôt concurrents, et néanmoins confrères, pour essayer de faire avancer la filière dans son ensemble. Et c'est lors de ces réunions qu'a émergé cette idée on en a marre d'aller à IMEX avec nos stands de 9 mètres carrés et d'être près des toilettes à droite. On n'existe pas, donc on veut pouvoir rivaliser avec Cvent, qui est le leader mondial, qui fait presque, il a racheté plein de boîtes, donc ils font presque 1 milliard de chiffre d'affaires aujourd'hui. Et du coup, c'est sûr que nous, on fait quelques millions. Donc pour pouvoir rivaliser, il y avait vraiment cette problématique de comment on fait. D'où cette idée de dire on n'a qu'à y aller tous ensemble et on n'a qu'à s'inspirer de ce que fait le gouvernement, par exemple au CES avec la French Tech, où c'est la même chose, en exposant ensemble, en ayant une vraie dialectique aussi autour du savoir-faire français, de la différence. La France arrive à exister. Il y a un CES, il y a 2 ans, où la France était le pays avec le plus d'entreprises exposantes au CES. On n'est pas encore le pays avec le plus d'entreprises exposantes à IMEX, ça va venir, mais c'était ça l'idée initiale. On a proposé ça au sein d'Unimev à l'intégralité des 50 membres du groupement des prestataires digitaux. Et comme c'était un test et que, c'est un peu un suffrage censitaire, parce que IMEX
parce que c'est du hosted buyers, parce que c'est en Allemagne, c'est un salon qui est très onéreux. Et donc là, on est 8 à être partis cette fois-ci, avec la vocation de non pas partir uniquement avec notre petit drapeau, moi, Event Maker, les amis de Clipso, Lenny, les amis de Dune Events, etc., mais vraiment en portant d'abord le drapeau français, le drapeau de la French Event Tech, et du coup d'emmener aussi les 42 autres qui ne sont pas venus cette fois-ci. Donc c'était ça la vocation de ce pavillon. D'en faire la promotion. Benoît, Ophélie, et toi Ophélie en particulier, tu y étais l'année dernière. Je sais que cette année, tu n'as pas pu te rendre sur le salon. Quand tu entends ces premiers propos de ce qui s'est passé cette année versus l'année dernière, qu'est-ce que ça t'inspire ? Écoute, moi je trouve que c'est en effet une dynamique qu'on retrouve pas mal. Si je fais le parallèle par exemple avec nous, avec les freelances de l'événementiel, je sais que cette année il y a eu un stand qui a été fait ensemble avec IC Consulting et justement les freelances de l'événementiel, qu'il y a un partenariat aussi avec l'événement qui est fait par Matt Régnier pour justement mettre aussi tout ce qui va être sur les conférences, les panels, etc. Et donc je pense que justement ça parle de nous, de la France, du milieu aujourd'hui, etc. et de comment est-ce qu'on veut faire pour pouvoir avancer et montrer qu'on peut faire quelque chose en commun en fait. Mmh. Est-ce que c'est un salon ? C'est une question que je pose. Moi, je le regarde de l'extérieur, à IMEX. Je n'y suis jamais allé, mais c'est un salon que je regarde à travers notamment les retours de Julius Solaris, qui est un Anglais. Et la question que je me pose, c'est est-ce que faire société comme ça, ces rassemblements, etc., est-ce que c'est une nouvelle tendance qui est en train d'arriver ? Est-ce que ça va, on le voit aussi avec les agences événementielles, tous ces regroupements, etc. Est-ce qu'on a besoin de faire regroupement, faire collectif quelque part ? Ou est-ce que c'est juste un point de passage ? Vous, sur votre vécu sur le salon, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je crois que c'est pas une mode. Faire collectif, c'est obligatoire parce qu'on est quand même sur une tendance de fond qui est attention, attention. Il y a des mouvances dans l'événementiel et IMEX, c'est la résilience pour tous les acteurs. Quand on est du côté planeur, on a énormément de mal à savoir qu'est-ce qu'on va faire parce que bien entendu, on ne sait pas notre client quel va être son budget, quels vont être les objectifs, etc. Donc du coup, on se retrouve avec cet état d'esprit de tout le monde en disant il faut y aller. Comment je vais y aller ? Et ça, c'est avec les groupements, les associations, etc. Alors moi, j'étais partagé parce que c'est vrai que je suis freelance de l'événementiel. Je fais du conseil pour les lieux, les chaînes hôtelières, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait une expérience qui était collective. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Le stand de France était bien au milieu, bien représenté. Et ça fait une quinzaine d'années que j'y vais, chaque année. Je crois quand même que ce mouvement collectif, il se voit. C'est ça qui est très, très bien. Il se voit niveau français ou niveau international ? Niveau international. D'accord. Niveau international et pour une première, je crois que ça l'est, c'est la France qui était bien en vue cette fois-ci, avec des conférences qui étaient très très bien menées sur le sujet de qu'est-ce que cela donne et quel impact d'avoir des franchises sur et notre expertise, et puis de notre côté de voir que la tech, c'est pas non plus un support comme ça aux destinations. Il faut travailler ensemble pour faire un événement qui donne de l'impact. Est-ce que tu peux nous préciser un peu plus ? Parce que tu dis pour la première fois, la France y va en la jouant collectif. Mais moi, ce que je ressors, c'est plutôt au niveau tech. Ou est-ce qu'il y a eu un mouvement plus collectif que ça, français, qui s'est inspiré du coup d'une intention qui était déjà internationale, ou à l'international, ils ont déjà eu cette perspective de venir en équipe, quel que soit le secteur, qu'on soit destination ou tech. À l'international, ils ont ces réflexes et les conventions bureaux, les pays sont organisés. Sur la France, on l'a toujours été, mais cette fois-ci, de nouveau,
Atout France, je ne sais pas s'ils ont eu plus de succès, mais sur le pavillon quand même, c'était remarquable. L'animation qui a été faite avec je ne sais pas combien de conférences sur le pavillon, c'était très bien. Et ce que j'ai trouvé, c'est que d'un côté et de l'autre de IMEX, physiquement, il y avait quand même une présence française qui était marquée. La French Tech d'un côté, sur le hall 9, c'était les expériences, et ça c'était quand même remarquable d'avoir toutes ces conférences autour de l'expérience collective, etc., etc. Là encore, il y avait des conférences de français, donc j'ai trouvé que c'était bien marquant quand même. Benoît, après j'ai une question pour toi, Damien. Ouais, en fait, si vous disiez que le titre du salon c'était Design Matter, et effectivement, là, moi, quand je regarde avec mon profil de planeur strat et de concepteur, on est vraiment passé, il y a une espèce de grand passage de l'événement produit à l'événement designé, en fait. On est moins sur, et c'est ce que vous dites aussi, moins sur ce côté les lieux, les speakers, etc., mais plus sur cet enjeu de collectif, d'attention, d'émotion, de comportement et de preuve d'impact. Et ça, je pense que c'est, pour ceux qui nous écoutent, ça doit faire partie des réflexions qu'on doit mener davantage sur je dois arrêter de mesurer mon événement au doigt mouillé en disant bah oui, tout le monde était content, c'est bon, le cocktail il était super. Bah oui, mais non, en fait. On doit passer une étape, et j'ai le sentiment que sur le salon, en tout cas, ce que j'ai pu lire, regarder et en écoutant les retours, on a cette logique-là. Ouais. Vas-y Ophélie, parce que du coup, ce que je veux dire à Damien rebondit un peu sur Benoît, mais je t'en prie. Donc moi, c'était plus pour rebondir sur Vincent. Je t'en prie. Donc, en effet, pour rebondir un petit peu justement sur ce que vous disiez avec est-ce que on a vraiment quelque chose qui commence à arriver vis-à-vis de la France, je pense que oui. On parlait à un moment du fait que la France n'avait pas saisi l'opportunité des JO, etc., et qu'on ne s'était pas assez mis en avant. Et justement, par exemple, l'un des sujets des panels qui était en partenariat avec l'événement, c'était l'excellence des agences françaises et ce que les agences françaises peuvent apporter. Et donc justement, c'est un panel qui était accessible à tous les participants de IMEX. Donc c'est quelque chose qui commence vraiment à être mis en avant, qui aura pris un peu de temps, certes, mais qui commence vraiment à arriver, etc. Alors justement, sur cette notion de collectif, on reviendra après sur les notions de nouveaux événements, nouvelle génération, plutôt en fin de cet épisode, mais sur cette notion de collectif, Damien, donc depuis 2023 en solo, cette année en collectif, en équipe, c'est la première. Qu'est-ce que tu as vu changer concrètement, que ce soit sur l'intérêt du stand, sur les interactions? En même temps, je passerai quelques photos de ce qui s'est fait, mais c'est quoi vraiment la différence que tu as ressentie? Alors plein de choses, parce que j'avais envie de rebondir aussi. Vas-y, je t'en prie. Mais du coup, je vais quand même commencer par cette très bonne question qui est est-ce que c'est spécifiquement français, cette approche collective de l'événementiel? Non. Est-ce que à IMEX, à l'inverse, je pense qu'on a réussi à promouvoir une approche française du collectif? Oui, et tu parlais de Julius, il est passé sur le stand de la French Event Tech, il en a parlé sur LinkedIn, et c'est marrant parce que la réaction de Julius, c'est « Ah bah tiens, les Français, c'est encore eux qui ont fait ça en premier », et du coup, Julius dit « L'année prochaine, il y aura plein de pavillons National Tech ». Et c'est, à mon avis, c'est l'apanage des Français de faire en premier. Et parce qu'on n'a pas inventé... tu parlais des JO et de l'héritage des JO qui était encore, on est en 26, un gros bout des conférences IMEX quand les Français prennent la parole. Mais les JO, Paname 24, c'était déjà un collectif de concurrents qui se mettent ensemble pour répondre à un design. Et du coup, le pavillon French Event Tech, c'était la même chose. C'est des concurrents qui se mettent ensemble pour répondre à un dessin EIN, c'est un peu le jeu de mots sur lequel je reviendrai, en disant, pour exister, il faut qu'on soit ensemble, parce qu'on est trop petit. Juste, il faut poser les choses. Maintenant, la France, c'est 3% du monde. C'est pas grand-chose. Dans l'événementiel, on a de la chance, c'est un peu plus. Mais malgré tout, même si dans l'événementiel, on est 5% du monde, on reste que 5%. Et du coup, si c'est 5%, on a 1 milliard d'interlocuteurs qui prennent la parole de façon dispersée, on n'est pas audible. Voilà. Les États-Unis, c'est 30% du monde. Ça peut vous faire plaisir comme vous ennuyer. Mais par contre, un interlocuteur parmi 10 aux États-Unis a la même part de voix
qu'un Français qui parlerait au nom de tous les Français. Ouais. Donc je pense qu'il y a un impératif de collectif qui est en plus rendu nécessaire par le fait qu'il y a une spécificité française, il y a une French touch dans la musique, dans la mode, dans l'événementiel aussi. On l'a prouvé avec les JO, on l'a prouvé avec le fait que, par exemple, les agences événementielles, des agences comme Auditoire, sont dans les premières mondiales en termes de volume de projets, et que pour pouvoir faire collectif, il faut aussi construire le narratif. Il faut avoir un discours cohérent. Et le fait, c'est ce qu'on a vécu nous en faisant ce pavillon, et donc je tiens à citer Marie-Laure Bellon, qui nous a beaucoup aidés sur ce sujet-là, en disant, si vous exposez ensemble, il faut construire votre discours commun. Et la construction du discours commun, elle est presque plus importante, en fait, que l'effectivité du stand où, à la fin, on était quand même tous sur nos pods, nos 9 pods, à faire nos propres rendez-vous. Et donc, et je reviens donc à ta question, voilà, qu'est-ce qui a changé ? C'est la capacité à faire ça, c'est-à-dire à construire un discours commun, avec ce prisme tech de notre côté, mais comme le disait Vincent, la French Event Tech, on a fait des conférences sur le stand d'Atout France, donc on avait aussi un discours commun global de, je ne sais pas si vous voyez ce même vidéo où on voit, je crois que c'est Oscar Wilde qui dit c'est bien, non, c'est français, devant le château. Donc voilà, c'était un peu ce discours-là qu'on a essayé de construire par les faits. Ok, super. Pour conclure cette première partie d'épisode, Benoît, Ophélie, est-ce que vous avez une réaction à nous apporter à tout cet échange ? Non, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce côté faire collectif et que, en fait, les destinations, mais même les équipes tech et autres, on se vend moins comme des lieux ou comme des entités à part entière, mais on se vend davantage comme des écosystèmes. Et je pense que cette notion d'écosystème, elle doit être prégnante dans les 2027, 2028, 2029, dans les 3 ans, 4 ans qui viennent. On va voir sans doute encore plus de rassemblements, encore plus de pilotage par le collectif. Et ça, c'est des choses auxquelles on n'est pas encore tout à fait préparé. Et ça vaut le coup de regarder comment ça s'est passé effectivement sur le stand Unimef, comment ça se passe avec les regroupements des associations ou autres, voire même les regroupements d'agences et autres. Il y a beaucoup de choses qui changent et qui vont ouvrir, pour moi, un champ des possibles assez incroyable si on pense en écosystème. Je dirais la même chose avec des mots différents. Clairement, le collectif, on en a déjà beaucoup parlé ensemble, on en parle beaucoup, et pour moi, ça fait partie des choses qui sont nécessaires si on veut pouvoir continuer à avancer, etc. Et si on veut que, justement, la France, notre secteur, etc., ait encore sa place et potentiellement puisse augmenter des 5% si on en a envie. Donc très clairement, le collectif... j'ai l'impression qu'on en parle à chaque épisode, donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça veut bien dire que c'est quelque chose qui est essentiel. Il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, pour cette deuxième partie, j'aimerais commencer par toi, Vincent. Oui. Comme tu y étais, j'aimerais avoir ton regard extérieur, non pas en tant qu'acteur justement de l'Event Tech français, mais plutôt dans ton rôle d'accompagnateur, de consultant auprès des agences et des destinations, des hôtels, en te disant, toi, de ton point de vue, comment tu vois aujourd'hui cette filière événementielle française, mais sur la partie tech, justement, comment tu la vois s'organiser et qu'est-ce que tu penses qu'elle peut apporter comme atout pour justement les clients que tu accompagnes ? Je crois que quand même, on en a parlé, on a clairement dans l'écosystème de prestataires français une expertise, et il faut le faire valoir, et on ne le fait pas assez valoir. C'est vrai, on a des clients qui viennent nous demander des événements à Paris, par exemple. On est trop timide à faire notre promotion. Et je pense qu'il faut absolument qu'on se dise, tiens, c'est un collectif, je peux me pencher sur telle association, tel prestataire, pour faire en sorte qu'on gagne ces appels d'offres, non seulement parce que la France est un bon pays en incoming, mais également parce qu'on a des choses, un savoir-faire qui est unique. Ouais. Vas-y, Benoît. Ce que dit Vincent, c'est que, et c'est une tendance qu'on revoit beaucoup, c'est l'engagement précède l'achat. Et donc, on doit faire en sorte de devenir davantage influenceur pour influencer les actes d'achat futurs. Et effectivement, aujourd'hui, on représente 3% dans le monde, un peu plus. On a des voies événementielles qui portent un peu plus. Je pense qu'on doit l'avoir encore plus et que
n'importe quelle organisation, n'importe quelle personne qui travaille au sein de l'événementiel ou au sein des événements doit se poser la question de comment est-ce que j'arrive à influencer et à faire en sorte que mon événement influence les changements, les transformations, etc. Mais aussi, comment est-ce que moi, à mon niveau, j'arrive à influencer pour donner envie de travailler avec nous, de travailler avec ce côté French Tech et tout ça. On ne pourra plus passer outre le fait de se montrer et de se rendre visible. Damien, il y a une marque French Tech pour les startups avec l'Unimev. Est-ce qu'on ne vient pas de voir apparaître justement une marque French Tech Event ? French Event Tech. Alors c'est amusant parce que on a un petit sujet là-dessus. On n'a aucun lien avec la mission French Tech du gouvernement. Donc le choix a été assez difficile en fait de comment est-ce qu'on va s'appeler, étant entendu qu'on fait quand même de la French Event Tech. Donc il y a peut-être sur le wording un sujet qu'il faudra envisager, puisqu'on doit quand même rappeler, c'est porté par Unimev et par les adhérents d'Unimev. Ça n'a rien à voir avec la mission French Tech. Ouais. La mission French Tech étant à vocation à pousser uniquement la tech dans son ensemble et à pas faire d'actions sectorielles. Elle fait des actions régionales. Donc il y a une French Event Tech, il y a une French Tech Paris, une French Tech avec qui on a beaucoup parlé, Allemagne par exemple. Mais il n'y aura pas normalement de dynamique sectorielle de la mission French Tech. À l'inverse, nous, la French Event Tech, en attendant si jamais le nom change, mais en tout cas la vocation qu'on a, c'est d'apporter cette expertise sectorielle aussi et de porter un message. Et Unimev était le bon vecteur pour porter ce message-là, même si on travaille aussi beaucoup avec les agences de l'événement, par exemple. Bien sûr. Mais c'est un autre collectif qui se structure. La question se posera peut-être un jour pour être de 3 à 5 et 10%, et pour cette histoire dont tu parles, tu as raison, de accepter le fait d'avoir quelque chose à dire et de prendre la parole. Et en fait, paradoxalement, les Français sont assez souvent très chauvins, mais timidement chauvins. C'est quand même paradoxal. Quand on regarde les prix à l'international, etc., il y a très peu d'agences françaises. Exactement, voilà. Et parce que les prix à l'international, il faut postuler, il faut payer pour postuler. Et donc là, on trouve deux travers français. On est timide et on n'a pas d'argent. Donc c'est sûr qu'on ne sort pas beaucoup dans les prix internationaux. On est des princes. On peut le dire. Mais les rares fois où on franchit ces deux Rubicons, le Rubicon financier et le Rubicon du courage, on gagne. Donc il faut le faire et il faut ne pas hésiter. Je te passe la parole, Ophélie, juste après, mais je fais une remarque par rapport à ce que tu viens de dire. Quand on regarde justement, par exemple, quelqu'un comme Julius Solaris ou d'autres acteurs internationaux, représentants de sociétés, on les voit énormément intervenir, par exemple, sur LinkedIn. Je prends juste ce canal-là. Paul Adams, de Vogue Dams. Ils sont plusieurs. Et en fait, si on prend autour de nous, ceux qu'on connaît et qui sont justement sur ce genre de poste ou autre, et ils ont des choses à apporter, il n'y a pas un message. Si, alors, pour la défense quand même des responsables des agences événementielles, très souvent, ils vont repousser le poste qui annonce qu'ils ont fait tel événement, etc. Mais ils ont tellement de choses à dire, tellement de choses à apporter, et justement, dans cette timidité, on la voit là-dessus. Ophélie, tu avais une réaction ? Oui, complètement. On parle de French Event Tech, mais Viva Technologies commence dans 2 jours. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose que vous avez décidé d'exporter et de faire de façon différente, pourquoi pas aussi sur Vivatech, ou pour l'instant, c'est resté à l'échelle de IMEX et c'est encore en train de grandir ? Alors, on n'est pas sur Vivatech. Mais pour autant, on a vocation à renouveler l'expérience. Pour l'instant, plutôt, comme je l'ai dit, c'est une initiative sectorielle, donc sur des salons ou des événements plutôt sectoriels. Donc Vivatech pose 2 questions. C'est avant tout donc c'est un nouveau nom que j'ai appris ce week-end. C'est un Investival, donc c'est un festival de l'investissement. J'aime bien le nom. Et sur les 50 membres de la French Event Tech, peu nombreux sont ceux qui cherchent en fait des fonds. Du coup,
l'intraction de Vivatech est moindre peut-être pour nous, Ouais. d'autant plus que sur Vivatech, il faut se le dire, certains d'entre nous sont prestataires. Et Oui. l'avantage d'IMEX, c'est qu'aucun d'entre nous n'était prestataire d'IMEX, donc il n'y avait pas de biais De bien, ouais. corrélatif Exactement. à la participation. Avant- Mais c'est une bonne idée, peut-être l'année prochaine, Avant si de Vivatech nous entend. Avant de te passer la parole, Vincent, qui étaient du coup les représentants de cette French Event Tech à IMEX, si tu peux les citer. Oui, bien sûr, avec plaisir. Du coup, donc, on était porté par une IMEV. Alors, c'est un test un peu. Donc, on avait présent avec nous donc Dune Events, qui est une solution qui fait plutôt du sur-mesure, des solutions digitales sur-mesure, qui travaille avec... je ne vais pas être aussi long sur tout le monde, en fait. Vous irez voir les sites internet. Donc, Dune Events, WeSpeak, qui est une solution de traduction, Memento, qui est une solution de gestion des photographies backée par l'IA. On avait Event Catalyst, qui est une plateforme digitale globale comme nous, EventMaker, du coup il y avait EventMaker, il y avait InWing, qui est aussi une plateforme globale digitale. On avait Convention, qui est un acteur monégasque. On s'est longtemps posé la question, est-ce que Monaco, c'est la France ou pas mais du coup, ils sont venus avec nous. Et on avait Clipso, qui est la partie solution digitale de l'ENI, qui était présent aussi. Et j'espère que je n'en ai pas oublié. Écoute. Normalement, on est bon. Charge à toi d'être bon sur, Voilà. sur ce panel. Vincent, pour conclure cela, avant de passer à une autre rubrique de cette émission qui s'appelle le tribunal, sur lequel je vais vous demander vos avis. Vincent, demain, un client te dit moi, la tech, pour mon événement ou pour mon lieu, ça sert à rien. Tu réagis comment ? Ah ben, je leur dirais qu'on ira voir des acteurs de la French Event Tech et on démontrera que c'est évidemment indispensable de le mettre dans le processus de leur event. Et en tant que hosted buyer, justement, qu'est-ce que toi, tu as pu trouver dans ces solutions pour ton activité ? En fait, il y a toute solution. L'objectif quand même, sur des salons comme ceci, c'est de rechercher la pépite. Parce que on a toujours des demandes qui sont quelque part lambda de la part de nos clients vis-à-vis de la tech. Et on va leur dire, attendez, j'ai réfléchi et je connais celle-ci plutôt que celle-là qui va donner un impact. Et je crois que on a beaucoup à faire quand même à présenter les solutions de façon différenciée. On parlait de Memento, par exemple, c'est exceptionnel. Il faut continuer à le faire. Il y a des choses comme ça qui se font et il faut continuer à les promouvoir. Ouais, je comprends bien. On va passer au tribunal. Alors, je vais vous expliquer le principe, mais avant, jingle tribunal. Et donc, en fait, je vais vous soumettre des affirmations à tous et toutes sur le plateau. Et vous allez me dire coupable ou non coupable. Donc, par rapport à ça, première affirmation. Alors, vous avez le droit d'être coupable dans le sens positif aussi, d'accord ? Il n'y a pas que le côté négatif. Première affirmation, IMEX, c'est le salon où l'on parle de l'avenir de l'événementiel entre gens qui font déjà très bien leur métier. Vrai, coupable. Coupable ? Coupable. L'événementiel est peut-être un peu français en ça, donc c'est pour ça qu'on est si bon, parce qu'il est aussi timidement chauvin. L'impact réel de l'événementiel dans sa globalité est décorrélé de la part de voix. Donc là, pour IMEX, ils ont sorti une étude. Quand je me suis lancé il y a quelques années dans l'événementiel, j'avais essayé de mesurer la taille de l'événementiel, ce qui est assez difficile en fait. Et les études globales et les analyses que j'avais faites permettaient de dire on fait 1000 milliards, donc c'est pas mal. Et là, à IMEX, ils ont publié une étude disant 1800 milliards, donc c'est un peu comme l'IPO de SpaceX, ça va jusqu'au ciel. Mais que ce soit 1000 ou que ce soit 1800, on est de l'ordre de grandeur du PIB d'un pays comme la France, quoi, qui est à 2000 et des poussières, donc un peu moins que la France, mais... C'est un chiffre mondial là que tu cites. Ouais, tout à fait. Mais moi, j'ai en tête qu'on est sur le secteur pro, je parle. Il me semble qu'on est aux alentours de 30-35 milliards juste sur la France. Mais chiffre à vérifier. Ouais, c'est à peu près ça. Alors la France, depuis le Covid, on n'a pas refait d'analyse. Ouais. Et du coup, avant l'analyse, la partie pro, elle était plutôt à 20 milliards.
mais ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et sachant que c'est compliqué parce que, étant une filière, en fait, il faudrait calculer comme un PIB, c'est-à-dire la somme des valeurs ajoutées et pas la somme des chiffres d'affaires, parce que, et ça reboucle avec ta question, on se vend beaucoup entre nous. Ouais. Moi, acteur de la French Event Tech, je vends à qui ? À des acteurs de la French Event, qui eux vendent à qui ? Et finalement, le client final, il faut aller le chercher assez loin. Et lui, comme il est à la fin de toute une filière, n'a pas conscience de toute cette filière, de tous ces gens qui se sont mis tous ensemble et se vendus les uns aux autres pour arriver à ce produit fini. Ouais. Deuxième affirmation, en France, on sait organiser des événements exceptionnels pour les autres, mais on n'arrive pas à valoriser ce savoir-faire chez nous. Pas la balle perdue pour... Coupable ou non coupable ? Ouais, à moitié coupable. Voilà. Mais je laisse mes camarades... Je ne prends pas parti. Non, si. Enfin, pour répondre, je pense que oui, on est capable d'organiser des événements incroyables, mais on n'est pas prêt à mettre le budget, et c'est ce qu'on disait, pour nos propres événements. Donc, il faut réfléchir à des solutions et des mises en place qui sont plus low cost, avec de l'impact. Et dans l'absolu, c'est possible, mais il y a des grosses réflexions à mener et juste à faire. Et après, c'est la question de est-ce qu'il y a de la place pour ça aujourd'hui dans l'écosystème actuel. Vincent, coupable ou non coupable ? Coupable, complètement. Ouais. Je pense que on a fait le tour de la question. Hein. On s'est dit, on est créatif comme impossible. Il faut le faire valoir. Et en se disant, il n'y a pas de budget, on fera rien. Yep. Attends, je voudrais demander d'abord à Ophélie quand même son avis en tant que chargée de prod. Du coup, moi, je dirais que je rejoins pas mal Benoît sur ce qu'il disait. Et pour compléter, je pense que les JO et les cérémonies d'ouverture ou de clôture, d'ailleurs, ce sont des très bons exemples. En fait, on a juste fait quelque chose d'incroyable, d'exceptionnel, qui n'avait jamais eu lieu avant sur toute l'histoire du monde et de l'événementiel. Et on a juste laissé retomber le soufflet plutôt que de réussir à surfer sur la vague. Donc, ça rejoint pas mal, en effet, ce que tu D'où la dis. balle perdue. Ouais. Benoît, je t'en prie. Des événements qui parlent de nous, qui parlent de l'événementiel, qui mettent en valeur la filière, etc. Je remonte à quelques années, quand il y avait encore le RAFU, qui était le regroupement des agences événementielles grand public. Et ils organisaient rue Princesse à Paris, donc la rue de la Soif, concrètement. Chaque agence investissait un bar et il y avait une grande soirée autour de ça, et c'était juste la folie. Donc, sans que On le voit à tes yeux qui pétillent. Hein, mais sans que ça coûte, sans que ça vienne coûter des fortunes, Ouais. de dire j'investis un bar et je montre que je suis là. Je sors dans la rue, je montre qu'on est capable de faire tout ça. Troisième affirmation, le secteur événementiel français se plaint de la crise, mais il refuse de se réinventer. Je peux commencer. Vas-y. Non coupable. Non coupable, je t'en prie. Je pense que oui, en effet, on est dans un moment qui est plus compliqué, etc. Et que, en fait, justement, si on veut continuer à être là, il faut se réinventer. Et moi, justement, depuis la fin des JO, c'est quelque chose que j'expérimente énormément. Donc, depuis 2 ans quasiment. Et je trouve que se réinventer, c'est quand même hyper important. À ton niveau. Ah oui, à mon niveau, bien sûr. Mais on parle sur maintenant le secteur événementiel. Donc, tu es non coupable à titre personnel. À titre Mais au niveau personnel, du secteur, es-tu coupable ou non coupable ? je trouve ça vachement plus difficile de parler au titre de tout un secteur. Je dirais que oui, dans un certain sens, c'est plus compliqué, qu'on commence à voir des choses qui sont différentes, etc., mais que ça met du temps. Coupable. Si le secteur se réinventait vraiment, on verrait des choses de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus affirmée. Il y aurait des nouveautés sur les événements historiques qu'on peut retrouver, ce qui n'est pas le cas. Donc, coupable. Messieurs, Moi, je suis plutôt avec Ophélie, team non coupable. Même si c'est ce que dit Lionel Mallard aussi, que en fait, depuis qu'on a inventé le mot événementiel dans les années 80, c'est business as usual. oui. Donc moi, 80, je naissais. Donc mais non, alors à titre perso, comme toi, je Non pense coupable. que la French Event Tech est non coupable du déficit de réinvention, puisqu'on est normalement acteur du changement.
Après, ce serait facile de dire, ah oui, mais d'un autre côté, on essaye d'être acteur du changement et il n'y a pas de budget ou il n'y a pas d'usage ou aujourd'hui, tu parlais des salons, le taux d'utilisation de l'application mobile par les participants du salon, il dépasse pas les 25%, et c'est déjà incroyable. Ouais. Et c'est pas que mon application mobile, peut-être qu'elle a des défauts, c'est un chiffre d'industrie. Donc, mais pour autant non coupable dans le sens où, de toute façon, oui, on est en crise. De toute façon, c'est pas que l'événementiel qui est en crise. Mais de la contrainte naît l'innovation. Et une fois de plus, pour moi, c'est très français. Et on l'a dit, comme tu disais, les événements low cost, j'aime pas low cost, tu vois, mais malheureusement, à moyen contraint. Voilà. Optimisé. Ça, c'est bien diplomate. Un moyen contraint, voilà, ou un moyen optimisé. Mais c'est ce que tu disais avec le RAFU, l'idée nouvelle n'est pas forcément onéreuse au début. Ouais. Voilà. Ouais. Mais donc, non, je pense qu'on peut faire mieux. Mais on est quand même dans un secteur qui est jeune, qui a vécu le Covid et là qui vit l'IA. Mm-hmm. Donc en 10 ans, 2 révolutions majeures qui changent le paradigme. Ouais. Si on ne savait pas se réinventer, du coup on ne ferait pas 40 ou 1800 milliards, on ferait juste 0. Mm-hmm. Donc non coupable. Non coupable. Vincent, du coup, attention, du point de vue aussi du consultant qui accompagne. Hein. Alors, moi, je pensais de mon côté non coupable, bien entendu. Côté filière, je dirais plus coupable, mais on a vu... Avec des circonstances atténuantes. C'est ça. Et on a vu quand même des prémices avec cet IMEX de choses qui sont de la réactivité. Et j'ai un super rendez-vous. C'est le prochain IMEX à Las Vegas. Parce que... Rappelez-vous, c'est en octobre chaque année et c'est une formidable vitrine pour la France, pour la filière française, puisqu'il y a des pavillons, il y a de la tech et il y a un public qui quand même est très attentif à ce qui se fait actuellement en Europe. Il y a un déplacement quand même des tendances qui veut que les planeurs US vont sortir un peu de leurs frontières. Et en ce moment, c'est au Canada. On l'a beaucoup vu. Et puis l'Europe en seconde. Donc, ils sont un peu obligés aussi, je pense. Ils sont obligés. En parlant, ils sont un peu obligés de sortir vu les bâtons qu'on leur met dans les roues, mais ceci ne nous regarde pas, comme disait la fameuse Maxime. Merci en tout cas, mais tu viens de parler de quelque chose qui me permet de passer à la troisième partie. Tu as commencé à parler de nouvelle génération. Et alors, tu viens de me surprendre, Damien, sur l'adoption de l'outil, 25%. Justement, on pourrait s'attendre à nouvelle génération, nouveaux outils, nouvelles attentes. Avec aussi, on a des nouvelles générations de participants. Donc là, l'idée, c'est de s'intéresser sur cette dernière partie un petit peu, quelles peuvent être justement cette nouvelle génération d'acteurs, d'outils, quelles sont leurs attentes. Par exemple, est-ce que tout le monde va considérer que la Coupe du Monde e-sport, c'est un événement majeur ? Est-ce que c'est pas juste un événement de geek pour certains, dans le point de vue ? Est-ce que c'est vraiment un vrai signal ? Il faut quand même savoir que ça draine pas mal de milliards, pas mal de public. Du coup, voilà, première réaction là-dessus. Qu'est-ce que, pour vous, sont les attentes autour d'un événement aujourd'hui, des nouvelles générations ? Des événements moins chiants. Moins cher ou moins chiant ? J'ai pas entendu. Des événements moins chiants. Moins chiant, ok, les deux, mon capitaine. Non, quand tu regardes un peu toutes les études et tout ce que disent la Gen Z et autres, effectivement, l'événement très top-down, ça marche pas. Il faut des événements où je suis dans le faire. Il faut des événements où je suis dans l'action, des événements où j'ai un rôle en tant que participant, et pas juste... on m'a demandé de jouer, de mettre un mot-clé, etc. Ça suffit pas. Ça suffit plus. Et surtout, un événement, et moi c'est ce que je vois là dans les propositions que je peux faire actuellement, où il y a des workshops, et donc où je vais apprendre beaucoup, où je vais pouvoir me développer. L'événement, en fait, comme vecteur d'apprentissage, est un des axes vers lesquels on peut aller, vers lesquels il faut aller. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire qu'un événement qui n'a pas son workshop IA intégré dans l'événement, c'est un événement qui est raté. Je me permets de rebondir. Je t'en prie. Désolé, parce que
Du coup, je vais répondre à ta question sur l'e-sport. Est-ce que l'e-sport, c'est un truc de geek? S'il y en a autour de cette table qui ont des enfants et qui répondent ça, ils n'écoutent pas leurs enfants. On est bien d'accord. Parce que moi, mes enfants, la coupe e-sport à Paris, c'est plus important que IMEX pour eux. Il n'y a aucun débat sur le sujet. Même pour certains, plus moi, important voilà. que la Coupe du Monde. Hein. Ils sont au même cours de théâtre, donc Non, mais- je savais très bien même que en événement, tu allais être d'accord avec moi. Enfin, Ouais. en e-sport, on a Voilà. des équipes qui sont incroyables. Mm. On a, je pense à la K-Corp, par exemple. On a Vitality. Oui. La K-Corp, ils ont monté un stade dédié à l'e-sport. En Corée, À Corbeil-Essonnes et tout ça. Oui. On a un public e-sport en France qui est incroyable. Mais qui peut être justement négligé par certains acteurs, parce que quand on voit ce qui a pu se faire en Corée ou autre, je sais plus, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus quel était le stade là où qu'ils ont rempli, où il y avait je ne sais combien de... C'est une finale, je crois que c'est la finale de League of Legends en plus. Oui, Ouais. c'est hors norme. Oui, Ouais. mais quand même, c'est un signal. Enfin, c'est 2000 joueurs, c'est 100 pays, c'est autant de connexions Twitch, etc. qui sont faites. Je veux dire, c'est un mastodon en termes Mais d'événements. on ferait une finale LOL ou une finale Brawl Stars à Paris et on remplirait un stade. On est bien d'accord. D'ores et déjà. Ce que fait Zerator, l'organisateur du Z-Event, etc., événements caritatifs ou autres, on le connaît pour ça, mais en fait, il a organisé plein d'événements e-sport en France qui sont juste dingues, qui rassemblent des communautés ultra fortes. Et justement, Attends, je finis du coup l'idée. Vas-y, je Donc, t'en comme prie. on a des enfants, ça répond à ta question. Et comme on a des enfants, c'est intéressant ce que tu viens de dire et j'adore. Il faut regarder comment les enfants, enfin comment la nouvelle génération se positionne par rapport à l'apprentissage. Avant, tu allais en cours écouter ton prof. C'était ça l'événement. Et après, tu bossais à la maison tes devoirs. Aujourd'hui, il y a un tel savoir disponible sur Internet, dans des livres et maintenant en demandant à une IA, qu'on ne va plus en cours entendre un savoir qui est disponible par ailleurs. Ouais. Et donc, on voit dans l'éducation, je trouve, cette idée de plus on va en cours, plus on attend en cours de l'atelier, de l'exercice, de l'apprentissage et du collectif d'ailleurs. C'est ça. Parce que la dimension input, elle peut avoir lieu à d'autres moments. Alors que la dimension output collectif, il peut avoir lieu que de façon in-person événementialisée. C'est la salle de cours pour mes enfants, c'est l'événement pour mes clients et prospects. Ouais. Collectif. Faire collectif. Mais je reviens quand même parce que là, on parle d'un événement c'est 75 millions de dollars, c'est 2000 joueurs, c'est 100 pays qui sont représentés. Et aujourd'hui, dans notre secteur, je veux dire, somme toute classique au niveau agence ou autre, moi, j'en entends personne parler, ou presque personne n'en parle. À Il y a IMEX, eu... tout le monde en parlait. Pardon À IMEX, tout le monde en À parlait. IMEX. Ouais. Ouais. Mais en France, à part une brève dans France Info, C'est un sous-événement. je n'ai rien vu. Pour Après, peut-être que mes oreilles ne sont pas assez ouvertes. Je pense que pour notre filière, c'est un sous-événement parce que c'est pas dans les mœurs, dans les habitudes, dans ce et sans, on va se dire, ça ne rapporte rien et c'est pas rémunérateur. Or, en fait, si on travaille bien, c'est Mais si la K-Corp gagne, on casse pas tous les abribus, donc d'un autre côté, ça coûte pas grand-chose. C'est balle perdue aussi. Tout. Du coup, on est en train de parler sur AMX, et c'est un peu pour toi, Ophélie, de ce Design Matters, cette sensorialité, de l'inclusion, de cette durabilité, de l'événement comme vecteur d'apprentissage. Est-ce que aujourd'hui, dans les demandes que tu vois, dans les prods que tu accompagnes, tu vois cette tendance apparaître, être très présente ou émerger? Je pense que c'est de plus en plus présent. Pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, en effet, je pense qu'aujourd'hui, pour faire vraiment un bon événement, il faut que plutôt le public attend que ce soit interactif, de vraiment vivre quelque chose. Et donc, petit à petit, les organisateurs d'événements commencent à en prendre conscience. Et donc, justement, on va revenir sur tout ce qui va être la mesure d'impact, etc. Et toutes ces choses dont on parle beaucoup ensemble ici, qui font qu'au fur et à mesure, on a besoin de faire évoluer les choses. Alors, moi, j'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas les retours des jeunes de 8-10 ans, mais clairement, par contre, je suis intervenante pour des étudiants qui, eux, ont plutôt 18 ans, et je rejoins tout à fait ce que tu disais, Damien, dans le sens où, clairement, le cours que je donne, franchement, je pense mes étudiants, s'ils font des bons prompts, mais ok, non, ça fonctionnerait pas parce qu'ils n'ont pas les connaissances pour demander le bon prompt. Mais globalement, il y a des choses où il y a des différents points qu'ils pourraient réussir à trouver sur Internet.
Par contre, la façon dont on le met en œuvre, la façon dont je les fais travailler, etc., ça, c'est un truc qu'ils vont pas avoir. Et aussi, surtout, ce qu'ils vont pas avoir, c'est moi, tous les retours d'expérience que je leur fais. À chaque fois, à la fin de tous les cours que je donne, j'ai donné 14 cours à peu près cette année, je fais une chose, je prends une demi-heure avec mes étudiants à la fin pour leur demander ce qu'ils ont appris, ce qu'ils veulent garder pour la suite, ce qu'ils trouvent qu'il faudrait améliorer dans le cours et ce qu'ils ont aimé. Et à chaque fois, dans ce qu'ils ont aimé, il y a des trucs interactifs, parce qu'à chaque cours, je fais des caouts. Et donc justement, ça leur permet d'apprendre de façon interactive, que ce soit ludique, etc. À chaque cours, je fais des exercices de mise en pratique de ce qu'on vient de voir, pour pouvoir après l'utiliser pour le projet global de fin d'année. Et donc justement, tout ça, avec les retours d'expérience, les anecdotes, etc., et bah, c'est à chaque fois ce qu'on me dit qui est génial, etc., qu'ils adorent, qui changent d'habitude, etc. Donc vraiment, je te rejoins à 100% sur ça, parce que clairement, c'est ça qui fait tout. En général, ce qu'on me demande d'améliorer, c'est d'avoir plus d'heures. Donc jusqu'à maintenant, je Même suis plutôt question pas du mal. coup, pour toi, Vincent. Moi, je trouve que je voulais faire le parallèle avec ce que j'ai raté à IMEX, et qui est en fait un retour d'expérience absolument formidable d'un collègue, copain dans l'industrie qui s'appelle Robert Dunsmore. Il est directeur créatif et il fait sur le salon, c'était la première fois, des Wonderwalks. Et je vous assure que je me demandais dans les allées qu'est-ce que c'était que les Wonderwalks, en voyant ces hosties de Bayer, lui avec son micro, expliquer quels étaient les parcours d'expérience que certains avaient sur le salon. Et j'ai trouvé ça formidable parce que c'est vraiment, dans le sens éducatif, se dire que on voit une invitation pour une inspiration événementielle, eh bien on la prend et lui explique cela en live. Est-ce que tu peux le refaire? Que je comprenne bien. Concrètement, il est dans les allées. Il va Il a aller son chercher micro. des hosties de Bayer Ouais, qui veulent se balader ok. et voir qu'est-ce qui se passe dans telle zone. Les guides. Comme un guide dans la... Comme un guide personnel. Absolument. Shopper, Absolument. Exactement. Ok. Et comme un guide qui t'aide à optimiser ton expérience. On fait Learning son expérience expedition. dans le salon. Ok. Learning Expedition personnalisée. C'est ça. Ok. J'ai trouvé ça formidable. Ah, C'est génial. J'ai une dernière question Confirme, pour vous ça donne tous envie. et toutes, pour terminer cette émission. Le parler de nouvelles générations, de nouveaux outils, de nouveaux événements, ça demande un épisode à lui tout seul. On ne peut pas y consacrer comme ça quelques instants. Mais quand même, quand on parle de nouvelles générations aussi d'outils, on parle de l'IA, on parle d'applications, etc. Est-ce que c'est une réponse à de nouvelles attentes ou alors est-ce que c'est l'outil qui crée le standard ? Un peu pour toi cette Elle est question. pour moi en premier. celle-là. Du coup, c'est une question qu'on entend souvent, tu sais. Est-ce Ouais. que l'Eventech, c'est une solution qui cherche son problème? Donc évidemment, non coupable, je ne crois pas. Mais pour aller plus loin que ça, j'avais préparé un truc justement là-dessus. Le thème d'IMEX cette année, on l'a répété plusieurs fois, c'est Design Matters. Et c'était un jeu de mots aussi sur le fait que c'est un gros retour à in-person et du coup c'est du design qui s'applique au tangible. Mais c'était surtout l'utilisation du mot anglais design. Et j'adore l'étymologie. En fait, le mot design, en anglais, on le réutilise en français. Et il vient de l'italien et du latin. Et parce qu'en fait, en italien et en latin, les deux mots, dessin dessiné IN, c'est-à-dire le trait, et dessin EIN, c'est-à-dire l'intention, sont désignés par le même mot. Et en français, on avait deux mots. Mais du coup, on a envoyé le mot désigno en Angleterre qui nous a rendu design. Et on a oublié que nous n'avions pas perdu la différence entre l'exécution et l'objectif derrière cette exécution. Et je pense que c'est ça qui est important, en fait. C'est que la tech, c'est le crayon qui te permet de dessiner. Et du coup, soit tu utilises la tech comme un crayon pour faire ton dessin et tu restes dans le dessin, soit tu utilises ton crayon dès le début pour écrire aussi ce à quoi tu veux arriver, quel est ton objectif, et tu es dans le dessin design. Et donc, je pense que nous, on est un outil qui, de toute façon, sert, parce que pour dessiner, il faut tes Posca ou tes fusains, mais qu'on réussira à aller encore plus loin quand on servira dès le début dans
le travail de Benoît, c'est-à-dire, ou le tien, la conception de l'événement. Et penser l'outil non pas comme un outil logistique, EventMaker, on fait des inscriptions, ok, le dialogue en a besoin, mais ok, tu fais des inscriptions, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est tu fais des inscriptions, donc tu peux poser des questions. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces questions ? On a une intégration avec Limit. Du coup, aujourd'hui, on incite nos organisateurs à demander aux participants d'où tu viens, comment tu viens, combien de fois tu dors, c'est quel niveau de gamme. Pourquoi on leur demande ? Pour pouvoir faire du nudging, leur dire dans leur espace participant, franchement, j'avoue, Nice en train, c'est 6 heures, mais bon, c'est 20 fois moins de CO2. Et en plus, il y a le Wi-Fi dans le TGV. Est-ce que tu es sûr que c'est la bonne solution de prendre un avion ? Et ce nudging-là n'est possible que si on a demandé au début, via un outil, qui reste un outil, mais qui est rapproché de ce qu'on veut comme impact et ce qu'on veut comme résultat. Personnalise l'expérience encore plus et tu accompagnes vraiment aux besoins chaque participant. En fait, Benoît. c'est le sujet de la mesure qui est derrière. La mesure et l'anticipation. Si on anticipe et derrière, on associe notre savoir, notre savoir-faire et qu'on le fait savoir, derrière, ça va être beaucoup plus simple. Et en fait, ce qu'on doit avoir, à mon sens, plus au niveau global, c'est intégrer au sein de chaque organisation de la R&D, beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Au sein des agences, quel poste tu as en termes de R&D, de recherche et développement événementiel, sur des manières de concevoir, sur des manières, ne serait-ce que sur du narratif pur, sur la manière de conception, sur les lieux, quel R&D on va avoir, parce que derrière, notre enjeu, c'est bien d'arriver à avoir des innovations. Oui, tout à fait. Et des innovations, peut-être qu'il y en a qui vont flopper, et c'est le propre d'une innovation. Mais à travers tout ce qui va flopper, on va avoir des choses qui vont émerger et qui vont devenir des standards. Et en fait, je pense que notre écosystème doit prendre davantage ce côté R&D, ce qui est d'autant plus facile en fait avec les outils d'IA d'aujourd'hui. On peut développer, on peut générer plein de choses pour pouvoir créer les standards de demain et de dire on est toujours des références et on a cette touch française à mettre en place. Un petit mot pour conclure, Ophélie. Écoute, faisons collectif. Faisons collectif. Vincent. Ah, c'était le même. Bravo. Faisons collectif, on en a besoin. C'est évident, pas facile, mais on est vraiment prêt. Damien. Il faut faire collectif, donc faisons collectif. Bon, ça sera le Ça thème. va être facile. On fait équipe aussi, collectif de Benoît ? Ouais. C'est la base. C'est la base, super. Et ben en tout cas, cette émission, on a parlé d'IMEX, et IMEX montre à la fois une effervescence et à la fois un grand paradoxe. Il y a eu cette question sur le changement par rapport aux résultats, par rapport à l'impact que doit apporter notre événement. Pour la première fois, la French Event Tech s'est mobilisée, elle est venue en équipe et elle a vu le résultat. C'est probablement une expérience qui sera renouvelée dans de prochains salons. Et ça, Damien, on pourra suivre avec plaisir les futures aventures. Notre tribunal aussi collectif s'est prononcé. En France, on s'est organisé des événements exceptionnels pour les autres. Mais nous avons quand même un petit peu de mal à valoriser notre savoir-faire. Et puis, on a très rapidement abordé la question des nouvelles attentes, des nouveaux publics, de cet événement qui doit être à la fois participatif, qui doit être dans le faire, qui doit être un vecteur d'apprentissage. Finalement, dans cet épisode, nous n'avons pas répondu à la question de savoir pourquoi le secteur français événementiel est morose aujourd'hui. On a juste montré ce que les autres voient quand ils nous regardent. Donc, merci à vous, nos invités. Merci à vous, les chroniqueurs, pour votre présence. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis et de nous écouter. Vous retrouverez évidemment cet épisode en ligne sur toutes les plateformes audio et sur YouTube. N'hésitez pas surtout à partager cet épisode et tous les autres. Merci au studio Canal Chat de son accueil et de son soutien pour l'émission. Et je vous donne à toutes et à tous rendez-vous dans 15 jours dans l'oreillette de notre prochain invité. Un immense merci d'avoir écouté Dans l'oreillette 2, le podcast qui dévoile les secrets des coulisses pour créer la trace d'un événement durable. Nous croyons au pouvoir des idées, des rencontres et de la transmission pour faire évoluer notre secteur. Merci également à nos invités pour leur partage, ainsi qu'à nos chroniqueurs. Un gros merci à notre partenaire, Canal Chat Grand Dialogue, producteur d'événements interactifs en direct et en vidéo, qui nous accueille dans leur studio TV, au cœur de Paris. Ce podcast est produit par Banana Patata, maître d'œuvre de l'éphémère et soutenu par Lustrofolie, location de matériel événementiel. Retrouve-nous sur bananapatata.fr, en podcast et sur tous nos réseaux sociaux. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode dans l'oreillette 2, notre prochaine émission.